Alors, le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. En fait, c'est un établissement public qui a été créé en 2013. En fait, c'est, pour ceux qui ont connu le ministère de l'Équipement, c'est les anciens services techniques du ministère de l'Équipement, un des bras armés, il y en a d'autres, du ministère, pour la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires. Et donc le CEREMA a une double tutelle, celle du ministère de la Transition écologique et solidaire et celle du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc on est à peu près autour de 2700 agents, on est sur une trentaine de sites dans toute la France et donc on est à la fois chargé d'impulser les politiques publiques voulues par le gouvernement dans les territoires et de travailler aussi pour le compte des collectivités territoriales sur les sujets du ministère autour bien évidemment des questions de développement durable. Et dans notre feuille de route, nous avons la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc le sujet qui est traité ici, j'allais dire, c'est entre guillemets, quand je dis j'ai employé un mot, une sous-catégorie de cette question de la rénovation énergétique des bâtiments pour une sociologie tout à fait particulière. Et donc c'est un sujet qui est dans notre feuille de route, qui est une de nos préoccupations. Et donc on est tout à fait ravis de pouvoir contribuer à cette belle initiative, de faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que ce soit une grande cause nationale en 2020, de traiter. Une petite malentendu, c'est bien intégré, c'est 2020. Sur ce sujet transversal, qu'est-ce que peut faire l'État? Alors, l'État fait déjà énormément de choses. En une minute, évidemment. Oui, en une minute, bien évidemment. Donc l'État fait énormément de choses. Ouais. Mais pas assez. Non, c'est pas assez. C'est-à-dire c'est un problème de coordination des acteurs qui sont protéiformes, mais qui sont aussi diverses que la sociologie des précaires énergétiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a énormément de typologies. Désolé d'employer des mots un peu comme ça qui déshumanisent, surtout après une présentation de quelqu'un qui est un vrai précaire énergétique. Pour la petite histoire, mon premier métier c'était chef de projet dans les politiques de la ville, et donc c'est un peu un retour aux sources que de parler de ces sujets. Et donc on voit bien qu'on a une typologie de précaires qui est extrêmement variée. Là, on s'est beaucoup concentré sur la précarité liée au logement, mais bien évidemment, alors j'ai pas assisté au début, mais la question de la mobilité, et donc parfois il y a des arbitrages extrêmement douloureux entre se chauffer ou se déplacer pour aller travailler, et donc on voit bien que face à une multiplicité de types de précaires, de types de situations qui vivent dans des logements individuels, collectifs. Oui, ça on en a bien parlé ce matin, pardon de vous couper, mais qu'est-ce que peut faire l'État de mieux? Alors ça veut dire que du coup en face il y a aussi un nombre considérable d'intervenants, qu'ils soient effectivement publics, privés, associatifs, et ça aussi on en a eu toute la palette depuis ce matin. Et donc c'est vrai que l'un des objectifs c'est d'essayer au maximum de faire en sorte qu'il y ait une sorte de mise en musique. Il faut une sorte de chef d'orchestre, des chefs d'orchestre. Une des propositions qui est ressortie des groupes de travail qui me semble extrêmement intéressante, c'est de peut-être, là c'est le temps qui nous le dira, mais de créer vraiment un nouveau métier dans les territoires, parce que moi je pense que la solution passe par une territorialisation de ce sujet. Il faut le prendre. C'est-à-dire c'est le territoire qui crée de la cohérence et un jeu d'acteurs où ils peuvent travailler ensemble. Et donc créer un nouveau métier avec des gens qui effectivement seraient un peu les... Moi, je sais pas... Coordinateur. Oui, une sorte de coordinateur, de chef de projet, c'est des mots à la mode, ou directeur de projet, pour résorber la précarité énergétique en France, me semble être un profil intéressant, quelqu'un un peu hybride. Moi j'étais chef de projet développement social, c'est un peu la même chose, mais là très ciblé sur un sujet où vous avez à la fois des moyens à votre disposition de ceux de l'État, des collectivités territoriales, et de jouer de toute la palette des acteurs avec une capacité à les réunir pour mieux définir une politique en commun. Parce qu'on voit bien que c'est ça le problème. Deuxième sujet, pardon, comme on doit aller un petit peu vite. Deuxième sujet, la cartographie. Comment cartographier les précaires énergétiques? Voilà, c'est un grand sujet. C'est quelque chose qui est en eux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, effectivement, la cartographie à la fois. Donc, dans la cartographie, pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que je disais, je vais aller très vite.
Il y a cartographier les typologies de logements, si on est sur la Oui. question du logement, Ouais. concernant, en y mettant les gens dedans. Ouais. Et puis après, il y a la cartographie des acteurs. Alors, le CEREMA peut contribuer, si effectivement ce sujet était amené à être retenu comme grande cause nationale et de toute façon à se développer, peut contribuer de par le maillage territorial qui est le sien, et les relations qu'il entretient avec tout un tas d'acteurs, peut contribuer avec d'autres, bien sûr, à faire en sorte que on rassemble un peu ce qui est épars et faire en sorte qu'on arrive à faire travailler ensemble tout un tas d'acteurs qui, pour le moment, je vous dis, agissent, mais ça a été le débat. Et ça, de variation manière sur un thème. opérationnelle, ça serait comment et pour quand, cette cartographie? Alors, la cartographie des acteurs et des typologies sur les logements, ça, donc, sur l'année 2020, effectivement, c'est un sujet qui est complètement atteignable. D'ici un an, oui, d'ici la fin de l'année. Je ne voudrais pas ramener à un sujet qui est le mien, mais bon, moi je suis rentré au CEREMA très récemment pour porter l'idée de développer des modèles prédictifs et de l'intelligence artificielle. Et une des solutions que je préconiserais au CEREMA si on était amené à travailler dans le cadre que l'on décrit depuis ce matin, eh bien c'est, j'essaie de populariser un slogan, c'est mieux décrire pour mieux prescrire. En fait, on a des milliards de données disponibles en France. On a la chance d'avoir une capacité à avoir des informations de l'INSEE, de tout ça. Et donc, il faut d'abord rassembler toutes ces données, les qualifier, les hiérarchiser, être sûr de leur qualité, et à partir de là, de pouvoir, en les rassemblant, créer des modèles qui permettent justement de bien segmenter, de développer des grands paquets d'acteurs et de situations pour avoir des réponses qui soient un peu uniformisées pour éviter l'éclatement et que tout le monde parte dans tous les sens et une déperdition d'énergie. D'accord, donc la technologie aura un poids important dans cette cartographie. Ça me permet de vous passer la parole, Christian, et merci beaucoup Gilles, et pardon d'être aussi court sur un sujet aussi vaste eu égard à votre mission. Christian, la Smart Building Alliance, juste en 2 mots, c'est quoi? Alors, la Smart Building Alliance, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans maintenant. Elle a fait converger, elle partait du principe, du constat que dans le bâtiment au sens large, quand on voulait mettre un petit peu d'intelligence pour amener des fonctions, des services, cette intelligence, elle était complètement limitée au fait que c'était la techno qui prenait le pas et que la techno, elle était liée à des systèmes qui étaient propriétaires parce qu'on avait choisi telle solution de tel industriel, etc. Aujourd'hui, la SBA elle a fait un énorme travail. C'est maintenant 400 sociétés qui ont fait converger l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs du bâtiment avec les acteurs qui viennent du monde du digital. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait converger ces acteurs-là en se disant finalement, si on veut faire en sorte d'amener plus de services, quels que soient les services, ça peut être sur l'énergie, ça peut être accompagner des acteurs dans le logement sur du maintien à domicile, de la sécurité des biens et des personnes, etc. Le numérique peut être à un moment donné une opportunité ou un accélérateur pour mettre en œuvre ces services. Ce n'est pas une finalité, c'est une opportunité, c'est un moyen, et encore une fois, je ne veux pas me faire le chantre du numérique, je ne suis pas du tout issu de ce monde-là, moi. Et donc, la SBA a beaucoup travaillé, et on a dit, voilà, on fait exploser nos paradigmes, et on travaille ensemble. Et le travail, il a amené jusqu'à la production d'un premier livrable l'année dernière, qui est le cadre de référence, le référentiel Ready to Service, que vous pourrez consulter librement, sur le site de la SBA en particulier. Et en fait, l'idée majeure, c'est de dire, quand on veut piloter des actionneurs pour chauffer, pour ventiler, etc., il y a un petit peu d'intelligence à derrière, il y a un petit peu de données. Cette donnée, elle doit être ouverte. Donc on doit introduire dans le bâtiment ce qu'on appelle, nous, le 4e flux du bâtiment, un réseau Internet Protocol, IP, qui va assurer la convergence de ces données-là. Et quand on commence à passer là-dessus, alors je vous garantis que les industriels explosent aujourd'hui, mais sont en train de changer, on les fait changer. Ça veut quoi, explose au sens où on change leurs habitudes, ouais. Très clairement. On change leur manière de faire. On vient les industriels et les artisans, qui ne sont pas des gens très, très technologiques. Mais ce qu'on permet finalement, c'est de dire, et je vais prendre un petit exemple pour bien comprendre. J'ai un capteur de température dans un logement. Aujourd'hui, ce capteur de température, il est finalement dans son vase clos.
c'est une information, elle est quasiment inaccessible, si ce n'est par l'acteur industriel qui a mis en place cette solution-là. Okay, nous, on dit, on fait changer ça, on impose à notre regard, et on impose par ce cadre de référentiel, donc je ne vais pas rentrer dans le cadre qui est assez technique, le fait que cette petite donnée de température, si elle doit servir pour gérer le confort, elle peut servir pour d'autres fonctions. La première fonction qu'on pourrait avoir dans une stratégie, c'est de dire et des capteurs de température dans beaucoup de logements aujourd'hui en France. Et mettre un capteur de température, c'est quand même pas si compliqué que ça aujourd'hui à mettre. D'accord ? On pourrait avoir une très belle... Quel est le pourcentage de logements dans lequel il y a capteur de température? Moi, je dirais comme ça, je connais beaucoup le monde du logement social, il y a quasiment 80% des logements qui en sont équipés à quelque chose près, d'accord? Et si c'est pas 80, tout ce qui est fait de façon va vers ça. Mais sauf qu'en fait, c'est des données, elles sont quasiment inaccessibles. Donc voilà, le fait d'avoir une information sur ce capteur, parce qu'on va imposer cette architecture, ça permet quoi? Ça peut permettre déjà de dire, tiens, il y a quelque part dans ce bâtiment de logement, il y en a un qui est en train de ne pas chauffer du tout. Une petite information qui n'est peut-être pas inintéressante. Moi, quand je discute avec des bailleurs sociaux, ils n'ont aucune lecture réelle de ce qui se passe dans leur bâtiment. Ils ont une vision très globale. Donc, voilà, premier élément. Puis après, derrière, ça permet d'engager des stratégies. Moi, je suis étonné. Tout à l'heure, il y a un chiffre qui a été donné. 40 000 € pour faire une rénovation thermique d'un bâtiment. Monde du logement social, que je connais pas trop mal, c'est en France, la moyenne, c'est 35 000 €. 35 000 €. Aujourd'hui, mettre en place une épine dorsale digitale avec un petit capteur de température, rien que ça, vous savez combien que ça coûte? Si on le fait bien, ça coûte 300 €, on va dire, dans le bâtiment. 1% du coût de la rénovation. Avec ces 1%, on commence déjà à avoir le début de notre histoire. Et le début de l'histoire, c'est peut-être de se dire, mais finalement, au lieu de commencer je peux plugger d'autres informations. C'est-à-dire que si je ne mets pas 300, si je mets un tout petit peu plus, je vais commencer à pouvoir un peu piloter le bâtiment énergétiquement. Et le fait de pouvoir piloter le bâtiment un peu énergétiquement, je vais peut-être pouvoir déjà gagner sur des consommations énergétiques, même sur une passoire thermique. Et ce que je veux dire, c'est que on prend toujours les choses en disant « il faut que je rénove thermiquement et après je verrai bien ». Moi je dis, on peut tout à fait aujourd'hui, grâce au numérique, commencer à introduire du digital. Il ne sera jamais perdu, même quand on va rénover. Et comment on va changer d'échelle là-dessus? Comment est-ce qu'on peut changer d'échelle dans cette mise en place là? Changer d'échelle, c'est ce qu'il faut, c'est commencer à communiquer sur le fait qu'il existe, je pense, au cadre de référence qui est ouvert, interopérable et qui change de paradigme, et dans lequel on peut amener à des coûts qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bailleur social, quand je commence à lui parler de ça, il saute pas des bons, il n'est pas en train de me parler de... Il commence à dire, oui, ça c'est dans le domaine du raisonnable. Vous n'êtes pas en train de me donner, de me dire qu'il faut que je sorte un trop gros chèque. Donc je commence à être intéressé, je commence à voir. Et puis avec cette épine dorsale, non seulement je vais peut-être m'attaquer au sujet de l'énergie, mais je vais peut-être m'attaquer à d'autres sujets. Parce qu'en fait, cette épine dorsale, elle est mutualisée, elle est ouverte. Voilà. Très bien. Oui, vous avez envie de... Juste avant pour aller dans le même sens, oui. Je pense qu'avec nos téléphones, maintenant, on a des tas d'applis. Oui. Peut-être que l'on pourrait, alors effectivement il y a les capteurs, mais il y a aussi la capacité à connaître la température avec son téléphone. Il y a peut-être des pistes à creuser de ce côté-là, d'où l'intérêt effectivement de ce genre de réunion, de discuter, et pour voir effectivement, ça a beaucoup été dit, le problème de confort d'hiver, avec les gens qui ont froid. Je pense que là, ça a peut-être été évoqué, mais je n'ai malheureusement pas pu assister à toutes les sessions. Mais il y a aussi le problème du confort d'été, avec le réchauffement climatique, les canicules. Il y a plus de morts liées à la canicule quand même, que les gens meurent plus de chaud que de froid. Donc c'est un véritable sujet. Et donc je pense que l'une des conditions, alors c'est pas une fin en soi, mais effectivement, mieux connaître, je reprends mon slogan, mieux décrire pour mieux prescrire. Bien connaître l'état de température d'un logement. Effectivement, il y a du satellitaire, il y a tout un tas de choses pour reconnaître les passoires thermiques. Enfin, on ne manque pas d'applications existantes. On ne manque pas d'idées, peut-être avec des applications téléphoniques. Je vois dans un autre domaine, Yuka a révolutionné la manière dont on perçoit son rapport à la nourriture ou aux produits de beauté, etc. On doit pouvoir trouver des choses comme ça. Voilà. Et à partir de là, on peut capter ces données, les traiter mieux et justement être plus efficace collectivement. Merci d'être venu.